Ces derniers jours, des raids israéliens sont menés sur le territoire palestinien de la Cisjordanie et des colons israéliens multiplient des attaques sur les Palestiniens. Plus largement, ces dernières années, Israël a accéléré la colonisation du territoire de Cisjordanie, une colonisation et une situation en Cisjordanie dont on entend moins parler que Gaza, mais où la situation reste critique. C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors, depuis les attaques du Hamas, il y a bientôt 3 semaines, plus de 1400 personnes ont été tuées côté israélien, dont de très nombreux civils, et plus de 7000 personnes ont été tuées côté palestinien, selon le Hamas, avec là aussi de très nombreux civils. Alors évidemment, on parle beaucoup de la situation catastrophique à Gaza en ce moment, mais en Cisjordanie, la situation est là aussi très tendue. Depuis le 7 octobre, plus de 100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des colons ou alors par l'armée israélienne, selon des chiffres de l'autorité palestinienne. Et face à cela, le président américain Joe Biden a affirmé ce mercredi que, je cite, les colons extrémistes qui attaquent les Palestiniens en Cisjordanie doivent être, je cite, tenus pour responsables et que cela doit cesser maintenant. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement ici? Alors, on va pas refaire tout l'historique aujourd'hui parce que ça prendrait forcément du temps. Je vous renvoie à notre vidéo de 15-20 minutes qui détaille l'histoire là-dessus. Vous tapez Hugo Décrypte Israël-Palestine sur YouTube, je pense que vous la trouverez, je vous mets aussi le lien en description. Mais si on se penche par exemple sur la période en 1949, à la fin de la guerre israélo-arabe de 1949, deux territoires ne sont pas contrôlés par le nouvel État d'Israël. À l'ouest, c'est la bande de Gaza, qui est à l'époque sous contrôle de l'Égypte, et à l'est, c'est la Cisjordanie, qui est à l'époque sous contrôle de la Jordanie. Un peu plus tard dans l'histoire, en 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours, Israël va remporter face à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Israël prend le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. Sans rentrer dans les détails, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que de 1967 à 2005, Israël contrôle le territoire de Gaza. Et en 2005, suite à la seconde intifada, Israël retire ses troupes de la bande de Gaza, un an avant la victoire du Hamas aux élections palestiniennes et l'arrivée donc du Hamas au pouvoir à Gaza. Bref, pendant cette période, Gaza est contrôlé à un moment donné par Israël, puis les autorités palestiniennes reprennent le contrôle. Mais la situation est différente en Cisjordanie. En fait, à partir de 1967, Israël commence à étendre son occupation de la Cisjordanie en y implantant directement des colonies. Pour dire les choses très concrètement, des Israéliens s'installent dans des villes ou des villages construits en territoire palestinien, en dehors donc de la frontière officielle d'Israël qui a été établie en 1967. Cette colonisation et cette arrivée progressive d'Israéliens qui s'installent illégalement en Cisjordanie, elle a mené à des soulèvements palestiniens et finalement en 1994, l'autorité palestinienne, dont le principal parti politique est nommé le Fatah, arrive au pouvoir en Cisjordanie. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas, donc le chef du Fatah, est le président de ce territoire palestinien d'environ 6000 km², un territoire où vivent 2,8 millions de Palestiniens. Mais le truc, c'est que dans les faits, cette autorité palestinienne, elle détient un pouvoir assez limité sur la Cisjordanie. En effet, cette Cisjordanie est donc en partie occupée par l'armée israélienne et par des colons israéliens. Alors on estime aujourd'hui qu'environ 475 000 Israéliens, donc environ 5% de la population israélienne, habitent directement en Cisjordanie. Or, cette colonisation progressive de la Cisjordanie, elle est illégale selon le droit international et elle s'est accélérée pourtant ces dernières années et particulièrement depuis l'arrivée de l'extrême droite dans le nouveau gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fin 2022. En effet, dans ce gouvernement, on retrouve notamment Itamar Ben-Gvir, désolé pour la prononciation, c'est le ministre de la sécurité intérieure, ainsi que Bezalel Smotrich, le ministre des Finances et responsable de l'administration civile des colonies de Cisjordanie. Concrètement, ils sont définis aujourd'hui par les spécialistes de la région comme des suprémacistes juifs favorables à l'annexion de la Cisjordanie. Résultat, depuis leur arrivée au sein du gouvernement, le gouvernement israélien investit pour développer certaines colonies et en février, pour la première fois depuis 2012 et en représailles à plusieurs attentats survenus à Jérusalem-Est, le premier ministre Netanyahou a légalisé 9 colonies en Cisjordanie
Cisjordanie, qui était jusqu'ici considérée comme illégale par le gouvernement. Là, en l'occurrence, eh bien, le gouvernement israélien estime que ces colonies sont légales, et ce, alors que, je le disais, elles restent strictement illégales au regard du droit international, selon l'ONU et toutes les ONG qui se sont penchées sur le sujet. Alors, début 2023, suite à cette décision d'intensifier la colonisation de la Cisjordanie, une recrudescence de violence entre colons israéliens et palestiniens a été observée, ce qui a mené à des morts des deux côtés, et c'est d'ailleurs pour cela que l'armée israélienne était depuis plusieurs mois davantage concentrée sur la Cisjordanie que sur Gaza. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de très nombreux Israéliens reprochent au gouvernement israélien et à l'armée israélienne d'avoir concentré autant de troupes aux alentours de la Cisjordanie, y compris pour cette colonisation, alors que, eh bien, déjà certains Israéliens s'opposent à cette colonisation, et puis par ailleurs, eh bien, il y avait cette situation toujours tendue donc avec le Hamas. Alors rapidement, quelle est la situation actuelle en Cisjordanie? Eh bien, les tensions s'accentuent ces derniers jours entre Palestiniens et colons israéliens. D'un côté, on a des civils israéliens qui craignent une attaque similaire à ce qu'a fait le Hamas début octobre, mais il y a aussi des colons qui profitent du désordre actuel pour agresser des Palestiniens et pour les chasser de certaines zones de la Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, c'est plus de 500 Palestiniens qui ont été chassés de ce territoire, selon l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, il faut le noter, l'armée israélienne a mené des bombardements comme ce dimanche lorsqu'elle a dit avoir tué, je cite, des terroristes qui s'abritaient dans le souterrain d'une mosquée à Jenin en Cisjordanie. Côté palestinien, il y a plusieurs manifestations qui ont été organisées ces derniers jours pour dénoncer d'abord la situation à Gaza, pour dénoncer ensuite l'occupation israélienne, mais dans certaines villes, comme par exemple à Ramallah ou encore à Naplouse, des manifestations ont aussi dégénéré en affrontements avec les forces israéliennes qui sont présentes sur place, et on a entendu aussi dans certains cas eh bien, des Palestiniens manifester contre Mahmoud Abbas, donc contre le président de l'autorité palestinienne. En effet, il faut le savoir, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais le président palestinien, il est aussi rejeté par une partie des Palestiniens qui l'accusent notamment de coopérer avec Israël en matière de sécurité. Ça rejoint ce qu'on disait encore hier sur le fait qu'il y a l'autorité palestinienne et le Hamas, deux organisations qui sont considérées comme des frères ennemis dans le sens où ils n'ont pas la même façon, entre guillemets, de faire face à la situation actuelle. Situation donc tendue actuellement en Cisjordanie. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron, qui était en Cisjordanie ce mardi, a affirmé que la reprise d'un véritable processus de paix entre Israël et Palestine passerait par l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. On verra donc comment ça évolue, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Et au passage, avant de passer aux actualités en bref avec Léa aujourd'hui, quelques informations rapidement concernant la situation en Israël et à Gaza. D'abord, première information, la bande de Gaza est en danger à cause d'une pénurie de carburant. C'est ce qu'indique l'agence de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Concrètement, le carburant il est nécessaire pour plusieurs choses, pour les camions des convois humanitaires qui arrivent pour apporter notamment des médicaments. Ils sont aussi essentiels pour les stations de désalinisation de l'eau qui permettent donc l'accès le plus possible en tout cas à de l'eau potable. Et enfin, eh bien, c'est aussi nécessaire pour les générateurs qui produisent de l'électricité, notamment pour les hôpitaux. Évidemment, là, l'enjeu est extrêmement crucial. C'est donc une demande de l'ONU, mais de son côté, Israël refuse pour l'instant de faire entrer du carburant sur le territoire, affirmant que ça profiterait au Hamas. C'est donc un point évidemment très important. On verra comment est-ce que cela évolue, alors que, je le disais, on a dépassé les 7000 morts dans la bande de Gaza, selon les chiffres du Hamas, dont de très très nombreux civils. Deuxième information rapidement concernant la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi des opérations ciblées avec des chars dans le nord de Gaza, alors que les bombardements israéliens se poursuivent. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé la préparation d'une offensive, donc d'une invasion terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. On verra donc ce qu'il en est. De son côté, le président français Emmanuel Macron a estimé qu'une opération massive d'Israël à Gaza serait une erreur. Troisième information là-dessus, après avoir diffusé ce lundi à des journalistes les atrocités commises par le Hamas du 7 octobre donc sur des civils israéliens, eh bien l'armée israélienne a diffusé cette fois-ci des interrogatoires de membres du Hamas arrêtés par Israël. Ces vidéos, elles sont disponibles sur les réseaux
réseaux sociaux. On y voit donc des combattants du Hamas menottés dans des bureaux, raconter comment ils ont reçu l'ordre de tuer des hommes et des femmes israéliens et de capturer des femmes et des enfants. Ces vidéos ont donc beaucoup circulé, mais certaines organisations estiment que la diffusion de ces images avec des combattants du Hamas non floutés est contraire aux droits des prisonniers. Il faut savoir que les droits des prisonniers sont régis en fait par des conventions, les conventions du droit de la guerre. Voilà en tout cas pour la situation actuelle. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Une double fusillade a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi aux États-Unis, dans l'état du Maine, au nord-est du pays, faisant au moins 16 morts et une dizaine de blessés. Le tireur, un homme âgé de 40 ans, était équipé d'une arme à feu et il a tiré dans un bowling et un bar-restaurant avant de prendre la fuite. Il est toujours recherché par la police. Alors selon les premières informations, le suspect s'appelle Robert Card, c'est un instructeur certifié en armes à feu et un réserviste de l'armée américaine. De son côté, la police a appelé la population à ne pas l'approcher et à se barricader chez eux. Deuxième actu, ça concerne la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a affirmé espérer signer un accord de paix avec l'Azerbaïdjan lors d'une visite à un forum international en Géorgie. Nikol Pachinian a déclaré, je cite, « Nous travaillons actuellement avec l'Azerbaïdjan sur un projet d'accord de paix et de régulation de nos relations. » En fait, les deux pays sont en conflit depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, une zone située en Azerbaïdjan mais peuplée d'Arméniens. En septembre, l'Azerbaïdjan a mené une offensive éclair dans le Haut-Karabakh, ce qui a forcé la quasi-totalité de la population à fuir vers l'Arménie, soit plus de 100 000 habitants. On vous prépare une vidéo sur le sujet, restez connectés. Troisième actu, des scientifiques ont découvert un immense paysage caché depuis des millions d'années par la glace de l'Antarctique, selon une étude publiée ce mardi dans la revue Nature Communications. Concrètement, ce paysage de 32 000 km², soit plus grand que la Belgique, abritait autrefois des forêts, des collines et probablement même des animaux. Alors selon Stuart Jamieson, l'auteur principal de cette étude, c'est une découverte majeure car cette surface est restée intacte pendant plus de 34 millions d'années. Cependant, le réchauffement climatique pourrait faire fondre la glace dans les prochaines décennies et donc ce paysage risque d'être menacé. Quatrième actu, au Japon, la Cour suprême, donc la plus haute autorité judiciaire, a estimé ce mercredi que le fait d'obliger les personnes transgenres de se faire stériliser pour pouvoir changer de sexe était contraire à la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Les personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Et depuis 2003, au Japon, une personne qui voulait changer de sexe devait respecter plusieurs critères comme être célibataire, ne pas avoir d'enfants mineurs ou prouver l'absence de capacité reproductive, ce qui nécessite généralement une stérilisation. Alors pour l'instant, ça ne change pas la loi dans les faits, mais cette décision de la Cour suprême devrait donner lieu à une nouvelle loi qui interdira donc cette stérilisation obligatoire. Dernière actu, le basketteur français Victor Wembanyama a fait ses grands débuts en NBA, la ligue de basket professionnelle aux États-Unis. C'est une actu assez majeure dans le monde du sport, car Victor Wembanyama, qui n'a que 19 ans et qui mesure au passage 2,19 m, est considéré comme la future superstar mondiale de basket. Il a d'ailleurs été le premier joueur à être choisi par une équipe lors de la draft, qui est un grand tirage au sort qui a lieu tous les ans pour placer les nouveaux joueurs de NBA dans les différentes équipes. À noter que la France est la troisième nation la plus représentée dans le championnat de NBA cette année, avec 14 joueurs derrière les États-Unis et le Canada. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. On va suivre évidemment la saison notamment de Victor Wembanyama. Peut-être pas tous les matchs en direct, sinon effectivement les cernes vont commencer à se creuser. Elles sont déjà bien présentes ces derniers jours, mais évidemment on va suivre tout ça. D'ailleurs au passage, si vous voulez suivre l'actualité sportive, que ce soit la NBA ou d'ailleurs tous les sports, on a un compte Instagram dédié au sport, c'est hugodecrypt.sport. Vous êtes sûrement déjà nombreux abonnés, mais ça permet de rester au courant aussi de l'actualité sportive. Et plus largement, vous le savez, sur Instagram, on a différents comptes sur les différents sujets, vous trouvez tout ça sur Insta. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.